souhaitant une bonne rentrée. Bienvenue ici. Aujourd'hui, on amorce vraiment le coup d'envoi de la nouvelle saison, non pas de Games of Thrones, mais de notre cycle de conférences sur la recherche en droit, tout aussi attendu. Alors, vous avez vu que nous avons un programme fort diversifié cette année. Nous avons préparé un programme qui reflète la richesse de notre discipline, qui reflète aussi notre envie de participer aux débats et aux enjeux contemporains sur la recherche en droit et sur le droit en général, et le désir de contribuer à la recherche, au développement de la recherche nationale, internationale, interdisciplinaire et collaborative. Donc, c'est un programme qui est déjà très riche, mais je suis encore en train de nous préparer 2 ou 3 surprises que j'annoncerai sous peu. Et donc, vous allez être mis au courant de 2 ou 3 autres conférences qui vont se rajouter à ce programme déjà très intéressant. Donc, cette année, nous avons le grand plaisir et l'honneur et le privilège d'amorcer le cycle avec une juriste, une professeure et une chercheure qui nous arrive de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Université de droit de Barcelone. Et donc, c'est mon plaisir de vous présenter la professeure Mar Campins Erricha. J'espère que je n'ai pas fait trop violence à votre nom. Campins, alors voilà. Qui est professeur titulaire en droit public international et en droit de l'Union européenne à l'Université de Barcelone. Ses principaux champs d'intérêt comprennent le droit de l'Union européenne, ainsi que le droit environnemental européen et international, tout particulièrement ce qui a trait à la réglementation internationale sur le changement climatique. Donc vraiment un thème qui nous intéresse et qui nous concerne tous. Elle a participé à des projets de recherche compétitifs sur ces sujets, en a dirigé d'autres et a publié des articles connexes. Elle est titulaire d'une chaire Jean Monnet en droit environnemental de l'Union européenne. Mar Campins est aussi boursière Fulbright à l'American University Washington College of Law et elle a donné des cours à titre de professeur invité ici à l'Université d'Ottawa, à l'Université Dalhousie, à l'Université de Montréal, à l'Université Nova Southeastern et à l'Université de Puerto Rico. Elle est membre du groupe de recherche en droit public international du Centre d'études de droit environnemental de Tarragone. La professeure fait partie aussi du comité de rédaction de la Revista Catalana de Dret Ambiental. Elle a occupé le poste de vice-doyenne de la faculté de droit de l'Université de Barcelone de 2002 à 2005 et de 2016 à aujourd'hui. Elle a aussi rempli les fonctions de vice-rectrice et de vice-rectrice adjointe aux politiques internationales de 2005 à 2008. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à la professeure Campins et je vous annonce le titre de sa conférence que vous voyez ici, le rôle de l'Union européenne dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ouais, on a un petit peu changé le titre, comme c'est souvent la tradition dans nos conférences, mais je vous promets que le sujet est le même. Alors, bonne conférence. Bon, merci. Je voudrais d'abord commencer pour dire merci à la professeure Margarida Garcia pour l'invitation faite à participer dans cette conférence, et aussi à l'Université d'Ottawa, parce qu'en fait, c'est ici, dans une entente du programme Erasmus+, qui s'est produit aussi avec des universités non européennes. Donc, je vous invite tous aussi, si vous jamais voulez venir en Europe, de profiter de cette possibilité. Après, en deuxième lieu, je voudrais aussi m'excuser parce que c'est évident, le français, ce n'est pas ma langue materne. Moi, je parle espagnol, le catalan parfaitement, mais l'anglais, disons, le français sont des langues apprises et ça toujours pose des défis au moment qu'on doit faire une conférence. Donc, j'essayerai d'être le plus clair possible, mais si je ne suis pas tellement clair, s'il vous plaît, vous pouvez m'arrêter, me demander, j'essayerai de m'exprimer un peu mieux. Bon. Ici, l'idée, c'était de vous parler plus ou moins pendant 45 minutes, 50 minutes, donc après avoir un temps de discuter, mais si vous voulez aussi m'arrêter en quelques moments, s'il vous plaît, vous pouvez le faire,
Mais l'idée, le sujet d'aujourd'hui, c'était, en fait, le titre originel, c'est ce que la professeure Garcia a prononcé, c'était le rôle de l'Union européenne dans la négociation et dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais en fait dans tout ce qui est le régime du changement climatique, le régime international du changement climatique. Donc, je structuré un peu cette conférence avec quelques idées. D'abord, je voudrais simplement, moi je sais que vous connaissez, mais simplement vous donner quelques données sur l'Union européenne, parce que c'est vrai que l'Union européenne, quand on va négocier dans ces genres de traités internationaux, il le fait comme un seul sujet, c'est l'Union européenne dans tout, mais c'est vrai que l'Union européenne, ce n'est pas un État fédéral, ce n'est pas un État centraliste, ce n'est pas un État, point. C'est simplement, c'est une association d'États membres. Donc, ça veut dire que dans cette organisation, chaque État membre, ils ont aussi les différentes priorités, des intérêts qui sont quelquefois même opposés. C'est pour ça que je pense que c'est bien de comprendre qu'est-ce qui va négocier l'Union européenne. L'Union européenne ne va pas négocier en abstract, elle va protéger les intérêts des États membres. Après ça, je voudrais aussi introduire le sujet simplement pour vous donner un aperçu de quel était le rôle dans le sens de ce qu'on... Bon, depuis l'Europe quand même parle souvent du pouvoir normatif de l'Union européenne quand ça s'exerce, disons, ça se pratique au dehors de l'Union européenne. Comment est-ce que l'Union européenne peut influencer la communauté internationale, ou comment est-ce qu'il l'a fait, comment est-ce qu'il a pu influencer la communauté internationale dans ces scénarios. Donc, sur le leadership de l'Union européenne. Mais même si l'Union européenne n'a pas toujours réussi à compléter ce leadership, c'est vrai aussi qu'il n'est pas ces pyramides politiques, ces petites entités politiques que quelqu'un dit qu'il est, il a vraiment un vrai engagement dans le régime international de l'environnement et en particulier du changement climatique. Donc, j'aimerais aussi vous faire quelques notes sur cette question. Mais finalement, je voudrais aussi vous présenter quelques éléments qui vraiment sont des obstacles au rôle de l'Union européenne dans les scénarios internationaux. Moi, je pense que ça pourrait être aussi appliqué dans tous les différents secteurs, mais qui sont particulièrement importants dans les cas du changement climatique. Donc, quelques obstacles externes et quelques obstacles internes, donc qui sont liés à la structure même de l'Union européenne. Donc, pour les données, moi, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en fait, l'idée ici, c'était de vous montrer comme l'Union européenne est tout à fait diverse. Il y a, par le moment, 28 États membres. Probablement, dans quelques mois, ça va changer. Moi, je vais mentionner ça. Mais ce que je voulais vous montrer ici, si vous voyez, c'est que, du point de vue économique, je ne sais pas si je me lève, du point de vue économique, c'est tout à fait une situation très différente parmi les États membres. Pour ce qui est les produits intérieurs, les GDP, probablement vous pouvez rien lire ici, mais ce que je voulais simplement montrer, c'est que vraiment c'est tout à fait différent. Les cas de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, par exemple, si l'on compare avec l'Allemagne, la Suède, ou la Finlande, ou l'Angleterre. Les GPD sont tout à fait différents, il n'a rien à voir. Ça reflète aussi au niveau de la contribution que les États membres font à l'Union européenne. En fait, si vous vous rappelez, des arguments les plus forts du Royaume-Uni, maintenant, c'est qu'il est un contributeur net. Et c'est ça, c'est vrai, non? Il y a des États membres qui sont des contributeurs nets, dans le sens qu'ils paient à l'Union européenne, ils reçoivent moins de ce qu'ils paient. C'est le cas, par exemple, bien sûr, du Royaume-Uni, la France, l'Allemagne,
l'Italie, et il y a d'autres États membres qui sont des bénéficiaires nets. Je vous dis, ils paient, mais ils reçoivent beaucoup plus de ce qu'ils paient. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Grèce, et bien sûr, c'est le cas de tous les États de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Du point de vue simplement physique, la situation est tout à fait diverse, ce qui va déterminer le niveau de développement économique, et particulièrement ce qui a à voir avec le développement durable. Si vous voyez, pour ça, c'est l'insolation, vous verrez qu'il y a, disons, ici bien sûr, il y a plus que l'Union européenne, mais vous verrez qu'il y a des États membres, le cas de l'Espagne, c'est tout à fait particulier, le sud de l'Italie, la Grèce, Chypre, mais qui sont tout à fait, au plein soleil. Ils sont même en train de souffrir une désertification très très importante. Par contre, il y a d'autres États membres qui sont dans une situation beaucoup mieux, mais même si ça commence à changer, en fait, on commence à produire du vin dans les pays scandinaviens, dans les pays de la Scandinavie, ce qui est pour nous, ça c'est comme un tabou. On ne pensera jamais à demander un vin qui est produit en Suède ou en Finlande. Mais si vous regardez aussi ce qu'il arrive pour ce qui est la distribution de l'eau douce, vous verrez que, particulièrement dans le cas de l'Espagne, mais aussi en Italie, la situation c'est aussi vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a un sécheresse terrible, mais ce n'est pas un sécheresse qui est devenu depuis quelques années, non, mais c'est une question chronique, c'est structurel dans ce sens. Au niveau de l'énergie, c'est aussi très lié au changement climatique. Si vous pouvez voir qu'il y a aussi des États qui ont une importante dominante pétrolière ou gazière, pas l'Espagne n'a rien, nous n'avons rien. Ici, vous voyez un petit point pour le pétrole, ça c'est disons, une infrastructure que l'appelle, je ne sais pas si vous peut-être c'est arrivé ici, c'était une installation qui s'était appelée Castor, mais qui a été vraiment très problématique parce qu'ils ont commencé à travailler, mais ils ont produit toute une série de mouvements de terre par tout disons, le Levante espagnol. Donc, ils sont arrêtés. Disons que les gouvernements avaient déjà payé beaucoup, donc nous, les citoyens, on avait payé beaucoup pour la construction de cette installation. Du moment que le gouvernement a décidé l'arrêter, il a dû indemniser les propriétaires qui s'arrivent d'être Florentino Flores, que c'est en fait le propriétaire du Real Madrid et de la moitié de l'Espagne, en fait. Oui. Mais il a dû indemniser avec un volume de milliards d'euros qui, nous, on continue à payer dans notre facture chaque mois pour la lumière et pour les gaz. Donc, par contre, l'Espagne et même le Portugal, l'Italie sont des États qui ont, jusqu'à un moment déterminé, avancé pas mal en ce qui était, disons, l'utilisation des énergies renouvelables. Ça, c'est aussi un phénomène qui, dans le cas de l'Espagne, par exemple, s'est arrêté à certains points, 2013-2014, parce que le gouvernement a décidé, d'accord avec l'Union européenne, de retirer toutes les subventions pour la promotion des énergies renouvelables. Donc, je vous montre tout ça parce que c'est vrai que finalement, l'Union européenne doit protéger tous ces intérêts qui sont tout à fait différents. Pour ce qui est finalement les émissions de CO2, vous verrez bien sûr les États les plus développés économiquement sont en fait ceux qui ont un volume plus grand des émissions. Le cas de l'Allemagne, le cas du Royaume-Uni, ou le cas de l'Italie, la France, etc. La Pologne, c'est le cas ici qui est aussi intéressant, c'est surtout parce qu'il relie toujours dans les combustibles fossiles. Donc ça, c'est un peu la situation. Dans ce contexte, la question que je veux
je veux aborder maintenant, soulève en bref si l'Union européenne, avec toute cette diversité, représente vraiment, devant la communauté internationale, ce pouvoir normatif qu'en fait, elle essaie d'être dans les contextes des négociations du changement climatique. Et ici, c'est ce que je voudrais vous signaler. Moi, je ne suis pas sociologue de la science politique ou de relations internationales. Je suis surtout dans le secteur du droit, donc je ne vais pas entrer vraiment dans ce sujet. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est une étude qui a été faite pour les professeurs Parker et Carlson, qui a été publiée en 2017 dans le Journal of European Integration, où ils étudient quel a été le rôle de l'Union européenne pendant les 8 conférences des parties qui se sont produites avant l'accord de Paris, avant la conférence de décembre 2015. Dans cette étude, ils analysent la volonté de l'Union européenne de confirmer ses engagements à ce leadership grâce à la reconnaissance que d'autres acteurs ont sur l'action de l'Union européenne. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que dans les premières années de fonctionnement du régime de changement climatique, c'est vrai, le leadership de l'Union européenne a été incontestable, si on les compare avec les autres parties dans tous ces processus. En fait, ça, c'est peut-être dû, probablement, ça a été dû à que l'Union européenne a pu sauver le protocole de Kyoto après la retraite des États-Unis en 2001. Elle a aussi conclu, ou elle a réussi à voir la Russie à ratifier les protocoles de Kyoto, ce qui a provoqué, ce qui a facilité l'entrée en vigueur. Et finalement, l'Union européenne a été la première en Europe, au niveau européen, de lancer les systèmes d'échange de quotes d'émissions en 2005. Donc, ce sont des éléments qui, finalement, ont contribué à renforcer ce rôle de l'Union européenne. Cependant, cette reconnaissance du leadership de l'Union européenne a tout à fait diminué avec les sommets de Copenhague. En 2009, à Copenhague, l'Union européenne n'a pas réussi à convaincre les autres parties à avoir un accord avec des obligations contraignantes, avec des objectifs spécifiques. En fait, Copenhague, ça ressenti comme une vraie humiliation pour l'Union européenne. Et à ce moment-là, ceux qui ont pris le leadership, c'était bien sûr les États-Unis avec Barack Obama et la Chine, le Brésil, etc., l'Inde, etc. Mais ce n'était pas vraiment provoqué un certain mouvement dans l'Union européenne. C'est vrai que finalement, l'Union européenne, et je vais me référer maintenant dans l'engagement, a changé la vision en 2015 et elle a fait face aux négociations avec une approche beaucoup plus pragmatique. Même si finalement les résultats ne sont pas ce que vraiment voulait l'Union européenne, c'est vrai qu'au moins, peut-être pas pour les résultats, mais au moins pour les processus de négociation, l'Union européenne a réussi à gagner certains points devant la communauté internationale. En fait, la conclusion de l'étude que je vous avais mentionnée de 2017, ce qui finalement montre, c'est que même si l'Union européenne a eu un rôle vraiment de leader, pendant particulièrement jusqu'à 2009 où il a tombé par terre, c'est vrai que finalement, il n'y a pas un seul leadership, il n'y a pas un seul État qui peut être
attribué d'avoir le complet leadership dans les négociations internationales sur les changements climatiques. Normalement, ça a été, disons, partagé entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Par conséquent, il paraît qu'au niveau des leadership, nous sommes confrontés à un paysage qui est tout à fait fragmenté. Et ça implique que finalement l'Union européenne est obligée constamment à adapter la stratégie par rapport à d'autres acteurs puissants tels que les États-Unis ou la Chine. Toutefois, j'entre ici dans mon deuxième point, toutefois, comme je disais avant, bien que toutes ces études, particulièrement cette étude, suggèrent que l'Union européenne, elle n'est pas peut-être tellement influente comme il prétend de l'être, et même si c'est vrai que la perception, c'est bien sûr très différente à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur de l'Union européenne, ça c'est comme ça, mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas dire que l'Union européenne, c'est simplement au niveau international, dans les cas du changement climatique, il y a d'autres cas qui peut-être c'est différent, mais que l'Union européenne est dans ces cas simplement une petite organisation qui est tout à fait, disons, incapable de s'engager à l'international. Et en fait, c'est vrai que l'engagement de l'Union européenne dans les domaines de la diplomatie climatique ne peut pas être égalé par l'engagement diplomatique sur les changements climatiques qui ont pris quelconque de ces États membres et probablement quelconque des autres parties dans les accords, dans l'accord cadre du changement climatique ou dans le protocole de Kyoto ou dans l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'engagement de l'Union européenne dans tout ce secteur? En fait, ce que je disais avant, Copenhague en 2009 est ressenti par l'Union européenne presque comme une humiliation politique au niveau international. Ils se sentent tout à fait exclus des négociations. Ça a demandé beaucoup d'efforts de la part des institutions européennes pour remonter cette situation. Mais c'est vrai qu'en 2015, pour l'accord de Paris, il y a eu toute une série de changements stratégiques pour l'Union européenne qui ont contribué quand même à changer un peu cette image, ce résultat. Comme je disais avant, l'Union européenne a fait face aux négociations de Paris avec une plus grande souplesse et réalisme, et surtout avec une grande dose de pragmatisme. Elle a favorisé finalement, même si c'était la première option, elle a favorisé une architecture institutionnelle de l'accord de Paris, loin des objectifs contraignants, quand même des objectifs contraignants stricts, pour réduire les émissions et des calendriers stricts. Donc, on nous rappelle un peu finalement ce qui s'est passé à Copenhague. Parce que finalement, ça, ce qu'on a, c'est un accord qui est avec un modèle structurel tout à fait différent, c'est que de top-down, c'est de top-down, non, d'en bas en haut, ce sont sur la contribution des États volontaires qui va se structurer tous les processus de réduction. Il y a un objectif général, pas surpasser les 2 degrés Celsius, mais finalement les États parties de l'accord sont assez libres de décider finalement ce qu'ils vont faire. Et ce sont les États parties qui vont décider quel est le point de son engagement. Ça, c'était bien sûr pas l'idée de l'Union européenne. Mais ici, il y avait aussi un autre élément que l'Union européenne, moi je disais, c'était assez pragmatique. C'était au moment aussi de la crise économique, de la crise financière, et il y avait la demande des États membres de pas, disons, d'éviter quelques situations qui pourraient mettre les États membres dans une situation de
indéfension ou dans une situation d'infériorité au niveau de la compétitivité internationale dans les marchés multilatéraux. Et ça, c'était déterminant aussi pour accepter cette approche. Donc, finalement, l'Union européenne a accepté cette idée des engagements unilatéraux et volontaires des États partis qui sont souscrits dans un cadre qui, bien si c'est multilatéral, ça va toujours dépendre de la volonté des États partis. Un autre élément qui est important, c'est que finalement, l'accord de Paris et en fait finalement ce qui et toutes les négociations sur le changement climatique, ce n'est pas simplement des négociations environnementales. Ça, c'est naïf de penser qu'on parle seulement de l'environnement. C'est vraiment des options politiques, économiques et surtout stratégiques ou géostratégiques. À ces éléments, il faut ajouter que dans ces contextes, l'Union européenne a eu vraiment un rôle très très important dans la construction de ce qu'on appelait High Ambition Coalition, non, la coalition de haute ambition qui a été formée par l'Union européenne et par d'autres États, d'abord un petit groupe, mais qui s'est élargi à chaque fois, mais qui avait la volonté, moi je pense que c'est l'élément important ici, bien sûr de lancer à nouveau cette politique de changement climatique, mais surtout de surpasser l'idée d'opposition entre États développés, États en développement, États riches, États pauvres, États grands ou États petits. Donc, l'Union européenne, elle a travaillé beaucoup, et vraiment a travaillé beaucoup, même si les ministres, disons, si les commissaires Arias Cañete, c'est pas vraiment les commissaires de l'action climat et énergie dans l'Union européenne, c'est pas vraiment peut-être disons, politiquement le type le plus brillant, mais c'est vrai que toute son équipe a travaillé très 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 dur pour construire cette coalition. Donc, c'est à raison de ces travaux que finalement, le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position en 2017 sur la diplomatie climatique et la diplomatie énergétique. Et il a donné tout l'appui disons, au processus de négociation qui avait été réalisé par le commissariat de Action Climat et Énergie. Donc, je voudrais signaler ce rôle de la coalition, mais cependant, c'est vrai aussi que finalement, du point de vue international, si l'Union européenne a atteint un certain nombre d'objectifs à Paris, il n'a pas réussi à imposer son propre approche. Il paraît à ce moment-là que l'action de l'Union européenne est plus effective dans le processus de négociation que finalement dans la définition des résultats. Du point de vue interne, disons, dans cet engagement, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, sur le plan interne, et pour ce particulièrement, qui est l'engagement de l'Union européenne dans l'atténuation de gaz de effet de serre, l'Union européenne a pris vraiment un engagement très très important. C'est un engagement qui, à long terme, doit nous porter quand même en 2050 à réduire vers les 80-95% des émissions de gaz à effet de serre qui s'étaient produites en 1990, 1990. Ça, c'est l'objectif final. Il y a eu plusieurs objectifs, disons, par période. Initialement, pour ce qui était l'atténuation de gaz d'effet de serre,
et particulièrement dans les protocoles, à la mise en œuvre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'avait à ce moment-là engagée à réduire, initialement c'était les 8% pour l'année 2012, mais après l'amendement de Doha, l'Union européenne, dans ce qu'on appelle le paquet climat 20-20-20, s'était engagée à réduire les 20% pour 2020, les 20% des gaz à effet de serre qui s'étaient émis en 1990. En 2014, l'Union européenne adopte le troisième, commence la troisième période, donc adopte un nouveau paquet climat. Et dans ce paquet climat, c'est casse les 40% d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ça, c'est le numéro général parce que normalement, dans les paquets climat, à chaque fois, on prend la réduction des gaz à effet de serre. D'abord, en 2007, on avait fixé à 20% par rapport à 1990. En 2014, on le fixe à 40% par rapport à 1990. Ça, c'est, disons, le chiffre général. Mais on considère aussi des objectifs d'utilisation des énergies renouvelables et des objectifs d'efficacité énergétique. Donc, en 2007, l'objectif d'utilisation d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, c'était aussi fixé au 20%. C'est ça la raison parce qu'il s'appelle le paquet de 20-20-20. C'était 20% de réduction, 20% d'utilisation d'énergie renouvelable et 20% d'efficacité, disons, d'incrément d'efficacité énergétique. Et en 2014, ces paquets, c'est 40% pour la réduction des gaz à effet de serre, 27% d'énergie renouvelable et 27% d'efficacité énergétique. C'est vrai que l'Union européenne, comme moi, dans les paquets 2007, les 20-20-20, accepte de ce qui est pour l'efficacité énergétique, ça c'était pas accompli, mais vraiment l'Union européenne, il paraît qu'il va réussir à accomplir, disons, à avoir ces objectifs de 20% de réduction et de 20% d'énergie renouvelable. Le 20% de la réduction, c'est vrai qu'il y a eu une aide très importante qui vient de la crise économique et financière. Parce que si s'arrête l'activité économique, bien sûr, s'arrêtent les émissions. Mais alors on les compte toutes. Mais ce qu'il y a aussi important de connaître, finalement, c'est que pour l'Union européenne, au niveau de normes, au niveau de réglementation, il y a eu trois catégories différentes de sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et chacune d'elles, il va avoir des instruments différents et des objectifs différents. Je vous ai déjà mentionné l'objectif général. Pour 2020, c'était les 20% de réduction. Pour 2030, c'était les 40% de réduction. Mais après, il faut voir en chacune de différentes catégories de sources d'émissions, c'est ce qui se passe. Et justement, cette année vient d'être modifiée toute la réglementation qui est liée à ces trois sources d'émissions. Et en fait, il y a deux règlements qui justement viennent d'être publiés. Vous avez d'abord les émissions qui sont générées par la production d'électricité, l'industrie, même inclut l'aviation, mais exclut la navigation maritime. Ce sont toutes les émissions qui vont entrer dans ce qu'on appelle le système d'échange d'émissions, le European Trade System. Ce sont en fait les émissions qui vont générer des allocations qui peuvent être négociées dans les marchés d'émissions. Il y a eu
d'abord une première directive qui a été adoptée en 1997. C'est la directive... oui, c'est la directive 2000... Non, 1997, pardon. Qui a été adoptée en 2003. En 2003. Pas en 2017, 2003, mais qui vient d'être modifiée plusieurs fois. La dernière fois, c'est la directive de cette année, 2018/410, qui a été adoptée le mois de mars de cette année, et qui donne finalement les obligations par les États membres de réduction des émissions générées dans ce secteur. Après, nous avons toutes ces émissions qui sont produites dans les secteurs qui ne sont pas compris, qui ne sont pas inclus dans le European Trade System, le système d'échange européen des droits d'émission. Ce sont par exemple les émissions qui sont produites par les transports, par la construction, pour les services, etc. Le règlement 2018/842 vient d'être adopté le mois de mars aussi, mais il n'a pas été publié jusqu'il y a un mois et demi. Donc, ça veut dire que ça commence à entrer en vigueur. Et finalement, il y a une troisième catégorie, que c'est, disons, toutes les sources et puis qui proviennent de l'utilisation des terres, du changement de l'affectation des terres et de la foresterie. Et son objet aussi d'un nouveau règlement, le règlement 2018/841, qui aussi vient d'être publié il y a un mois et demi. Donc, il faut voir à chacun de ces trois instruments qu'est-ce qu'ils prévoient spécifiquement dans les cas de ces catégories de différentes émissions de gaz. C'est pour ça que je vous ai mis ici que c'est différent l'appréciation qu'on fait dans chacun de ces instruments de l'appréciation que fait la décision du Conseil quand donne le volume global qu'on s'engageait à réduire, que c'est 7,40%. Et en fait, les nouveaux règlements, ils vont donner comme des objectifs spécifiques pour ce qui est tous les gaz qui se sont produits dans des secteurs inclus dans le système d'échange d'émissions, une réduction finalement d'un 43% par rapport, pas au 1990, mais par rapport à 2005. Et pour ce qui est tous les gaz qui se sont produits dans les secteurs dehors le système d'échange européen, c'est une réduction de 30%. Et en fait, ça veut dire finalement qu'il faudra voir en chacun de ces instruments quelle est la partie qui correspond de réduire à chaque État membre. Parce que là, on va trouver des situations vraiment différentes. Tout ce qui est les secteurs qui sont dans le système européen d'échange, système de marché d'échange d'émissions, en fait, ça c'est un global, et il n'y a pas, disons, la distribution entre les États membres. Ça a été avant, disons, avec les instruments antérieurs, il y avait une limite d'émissions pour chaque État membre qui devait cumplir avec cette obligation, mais depuis le nouveau paquet 2014, on a décidé qu'il n'allait pas donner des quotas spécifiques à chaque État membre, sinon qu'il allait considérer simplement une seule quota au niveau de l'Union européenne. Parce qu'en fait, le système de quotas national sera produit tout à fait le malfonctionnement du système d'échange d'émissions. En fait, la valeur de la tonne de gaz de effet de serre dans les marchés internationaux, c'est 6, 7, 8, 10 dollars, ce qui est rien. Donc, ça n'a pas résulté, ça n'a pas accompli avec l'objectif de promouvoir la réduction des émissions.
Par contre, tous ce qui sont les émissions qui se sont produites dans les secteurs au dehors du système d'échange d'émissions, ici, il y a la distribution dans les règlements des quotas qui correspondent à chaque État membre. Ici, vous pouvez voir comme il y a tellement de différences qui sont extraordinaires, mais ça va dépendre, bien sûr, de plusieurs critères et de plusieurs formules qui tiennent compte de la situation économique de chaque État membre, de l'émission de gaz de chaque État membre, de la situation du marché électrique en chaque État membre, etc., etc., etc. Par exemple, vous pouvez trouver qu'il y a des États membres qui se sont obligés à une réduction assez importante, les cas de la Finlandie, les cas de la Danemark, les cas de l'Allemagne ou les cas du Royaume-Uni, parce qu'en fait, ce qui est curieux dans ces décisions, dans tous les trois, c'est qu'on ne mentionne pas le Brexit, on ne parle pas du Brexit, on compte le Royaume-Uni, de même manière qu'on compte les autres États membres. Donc, des États membres comme les États dans la Scandinavie ou l'Allemagne ou le Royaume-Uni qui ont, par exemple, des réductions jusqu'à 37-38%. Il y a des États moyens, le cas par exemple de l'Espagne, qui s'est engagé en compromis de, je sais pas, c'était enfin 6%. Mais il y a des États membres qui sont assez contraires à toutes ces politiques de changement climatique, particulièrement commandées par la Pologne, qui sont engagées à réduction plus petite, normalement de 6 ou 7%, excepté les cas de la Roumanie et de la Bulgarie, qui se sont compromises. Dans les cas de la Bulgarie, moi je pense que c'est un 0%, et les cas de la Roumanie, c'est peut-être un 2%. Donc, une situation très différente qui reflète en fait la diversité de ce que j'ai parlé avant. Que dire sur les obstacles? Que dire sur les obstacles? Comme je disais avant, en fait, les obstacles viennent, disons, de l'extérieur. Ce sont des obstacles avec caractère exogène. Et il y a aussi des obstacles qui sont vraiment internes. Parmi les obstacles externes qui ont obligé l'Union européenne à continuellement s'adapter ou réadapter ou dissigner sa stratégie sur le changement climatique. D'abord, le premier élément, parce qu'on ne peut pas dire d'autre, c'est bien sûr la crise économique et financière, comme a suivi, qu'on encore souffre en Europe, et particulièrement dans les pays du sud de l'Europe, mais qui a vraiment fini avec tout les idées de développement durable, de l'environnement, tout ça. Chez nous, ça n'existe plus. La situation économique n'a pas permis de continuer cette voie. Donc, il y a aussi, ça a apporté un changement au niveau, bien sûr, politique, économique, mais surtout aussi au niveau social, même sur la perception des citoyens. C'est vrai, comme je disais avant, que la récession économique a permis à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de réduction d'émissions de 20%. Et finalement, il paraît que presque, disons, pas les États individuellement, ou pas tous les États individuellement, mais au sens général, on peut parler qu'on peut réussir à avoir cet objectif. Mais c'est vrai aussi que la crise financière a renforcé l'intérêt de l'Union européenne pour continuer dans une route, dans une voie qui affaiblit les intérêts environnementaux et climatiques de l'Union européenne et qui a favorisé, ou qui a, disons, priorisé la volonté des États membres d'atténuer tout désavantage concurrentiel au niveau du marché international. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la politique des États-Unis. Moi, j'ai mis l'élément de Donald Trump parce que je ne sais pas comment le qualifier.
Donc, c'est vrai que la politique des États-Unis par rapport à l'accord de Paris introduit une incertitude considérable pour ce qui est l'implication de ces pays dans l'accord, même dans tout le régime international de changement climatique. La notification sur l'intention d'abandonner l'accord qui a été faite le 4 août 2017, en fait, jusqu'à le moment, c'est simplement ça. C'est la notification de la volonté d'abandonner, mais au moins jusqu'à 2020, jusqu'à 4 novembre 2020, qui arrive en plus à être les jours après des élections présidentielles aux États-Unis, en fait, jusqu'au 4 novembre 2020, les États-Unis sont tout à fait liés par les obligations de l'accord de Paris. Et il n'y a rien dans les traités qui permettent d'atténuer ces obligations. Ce qu'ils ont fait jusqu'à ce moment, c'est simplement de dire, écoutez, quand sera possible, je sortirai de l'accord de Paris. Mais jusqu'à ce moment-là, les États-Unis sont tout à fait liés par ces conventions. D'accord avec l'accord de Paris, en fait, particulièrement l'article 28 de l'accord, la retraite, l'abandonnement de l'accord de Paris, il peut être fait que 3 années après la date d'entrée en vigueur, ça veut dire le 4 novembre 2019, et alors, à ce moment-là, les États-Unis doivent encore attendre une année pour se retirer officiellement. Parce que, d'accord avec les traités, la retraite de l'accord ne se fait effective qu'une année après la date de la communication. Donc, ça fait, pour les calendriers, ça fait 4 novembre 2020. Je disais, ça arrive à être les jours après des élections aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça a donné déjà des problèmes importants dans le processus de négociation, dans le sommet climatique qui sont produits depuis 2015, parce qu'en fait, il y a eu des positions qui n'étaient pas vraiment opportunes, cette fois de la part du même commissaire de l'action climat-énergie, qui, à un moment donné, en 2007, il avait même suggéré que les États-Unis pourraient tracer leur propre chemin. Mais les États-Unis rapidement ont réagi, ont dit non, 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 on ne peut pas tracer rien, on a déjà décidé. Mais il y a aussi tous les autres parties de la Convention, de l'accord de Paris, qui disent non, 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 il ne faut pas tracer rien parce que la négociation s'était déjà fermée, il n'est pas possible de réouvrir cette négociation. Mais ça donne pour l'Union européenne un plus de préoccupation parce que finalement, si les États-Unis sortent de l'accord, il vous demandera de l'Union européenne de reformuler toute sa stratégie avec d'autres acteurs importants et particulièrement, ou très particulièrement avec la Chine. Finalement, l'autre élément que je voulais mentionner comme un élément externe, c'est la situation de Brexit. En fait, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Ça peut tuer, c'est pas tuer quand même, ça peut vraiment mettre en cause la politique de l'Union européenne sur le changement climatique. Parce qu'en fait, c'est vrai, le Royaume-Uni, c'est l'un des piliers de la politique climatique de l'Union européenne. Et sans le Royaume-Uni, ça peut complètement changer. Si je vous donne peut-être vous déjà connaissez les 4 générales de Brexit, mais en fait, les 4 générales, simplement, c'est pour vous signaler qu'à ce moment-là, il est encore assez ouvert. En fait, il n'y a pas vraiment de négociations sur ce qui va s'arriver en termes de l'engagement du Royaume-Uni dans le système de la politique climatique de l'Union européenne.
Vous savez, il y a deux processus qui sont séparés, ou du moins du point de vue de l'Union européenne, il faut tout à fait séparer, ce que les Anglais considèrent différemment. C'est d'un parti, il y a les négociations sur l'accord des retraites, donc il faut négocier comment est-ce qu'on va sortir de l'Union européenne, et une fois c'est déjà fait, alors on va négocier comment va être la relation future. Donc ce sont deux moments différents qu'il faut tenir compte. Normalement, on devrait avoir un accord, on a parlé d'octobre cette année, parce qu'en fait, le 19 mars 2019, 19 mars 2019, le Royaume-Uni va, en principe, va être dehors de l'Union européenne, va terminer, va finir la relation avec l'Union européenne. Ici, qu'est-ce que peut se passer? Il peut passer beaucoup de choses, parce que c'est encore même, si on pense que la négociation devrait produire quelques accords en octobre, en fait, 2019, fermer déjà l'accord, finisse l'accord, pardon, en octobre 2018, dans un mois, hein, l'idée que tout le monde plus ou moins considère, c'est qu'il y aura un sommet d'urgence en novembre, parce qu'on n'arrivera pas à un accord en octobre, mais quand même avec cette idée, finalement, il paraît que le Royaume-Uni, et particulièrement les parlements et la House of Commons, devraient approuver la décision du gouvernement de retirer, pour permettre que le mois de mars soit l'Union européenne qui pourra finalement ratifier cet accord de divorce parmi l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais à partir d'ici, il faudra tout négocier. Et finalement, c'est ce qu'il y a, ce que, pour ce qui concerne le changement climatique, j'avais mentionné avant que finalement, les réglementations que je viens de vous mentionner ne disaient rien sur le Brexit. Ils sont inclus le Royaume-Uni comme quelqu'un d'autre État membre, même s'il y avait des États membres dans les conseils qui ont exigé de faire quand même une note au fond de la page, quelque chose, de que la situation pourrait être différente. Tout ça, finalement, ces réglementations ne disent rien. Mais c'est vrai que pour ce qui est des changements climatiques, le gouvernement britannique, il n'a pas pris ça comme un volet important à négocier. Dans le livre blanc qui a été publié par le gouvernement britannique en juillet 2018, il n'y a pas aucune indication spécifique pour savoir comment le gouvernement britannique va faire face, va progresser dans ce secteur particulier. En fait, la seule chose qu'il dit, c'est que les grandes ambitions climatiques du Royaume-Uni sont annoncées dans les droits internes et sont plus exigeantes que celles qui découlent de ses obligations actuelles en vertu des droits de l'Union européenne. Point. Le Royaume-Uni maintiendra ses normes élevées après les retraites. Point. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a plus que ça. Donc, quelle est la situation maintenant? Ça va tout à fait dépendre si ça finisse finalement pour être un Brexit douce, un Brexit dur, ou un Brexit ultra dur. Parce qu'on peut même passer dans quelque chose. Probablement, il y a encore une quatrième possibilité, c'est qu'il n'y a pas de Brexit. C'est que finalement, s'est produit un deuxième référendum et que finalement, le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, si vous voyez en Europe, comme tout commence à se compliquer dans tous les pays, ça c'est probablement difficile à passer. Mais donc, je ne sais pas, mais probablement l'option la plus réalistique, c'est du Brexit. C'est à dur, douce ou ultra dur. Mais ici, quelles sont les implications pour la politique du changement climatique?
Pour le Royaume-Uni, c'est vrai, le Royaume-Uni, en fait, c'était un pilier de la politique climatique européenne. Le Royaume-Uni avait déjà pris des engagements beaucoup plus hauts que ceux qui lui correspondent par la propre réglementation de l'Union européenne. Donc, il va continuer probablement avec ses engagements. Pour ce qui est l'accord de Paris, ça ne pose rien en question. L'accord de Paris, c'est un traité multilatéral, donc il est protégé des, les situations qui peuvent se produire dans les États partis. On dit aussi que probablement parce que le Brexit peut impliquer la diminution de l'activité économique dans le Royaume-Uni, ça va aussi aider à réussir dans ces objectifs. Mais ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, parce que finalement, ce sont les États les plus développés économiquement, ceux qui peuvent, faire des politiques plus actives dans ce secteur. Mais les problèmes sont tous pour l'Union européenne. Les problèmes sont tous pour l'Union européenne. En ce qui concerne les politiques climatiques de l'Union européenne, il y a deux effets. Il y a l'effet dans la dimension internationale et les effets dans la dimension interne. Dans la dimension internationale, le Brexit probablement va affaiblir la politique climatique de l'Union européenne dans le scénario international, parce que c'était le Royaume-Uni qui traditionnellement a soutenu cette politique européenne dans l'international. Donc, l'Union européenne perdra l'absence du Royaume-Uni dans la table, dans les côtés des négociations de l'Union européenne, va affaiblir la position de l'Union européenne vis aux États tiers. Il y a un autre risque, c'est que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, les rapports de forces maintenant à l'intérieur de l'Union européenne pour ce qui est la négociation internationale va se pencher probablement sur les groupes les moins ambitieux des États membres par rapport aux objectifs climatiques. Donc, c'est le groupe de la Pologne et tous les États de l'Europe centrale et orientale qui sont pas mal en contre d'avancer dans la politique climatique. Finalement, dans la dimension internationale, le Brexit va diluer la position de l'Union européenne dans l'international. Au niveau interne, c'est aussi important de mentionner, au niveau interne, comme je disais avant, le Brexit ne s'est pas mentionné dans la réglementation qui affecte le secteur couvert par le système d'échange d'émissions, la réglementation qui affecte les secteurs qui ne sont pas couverts pour le système d'échange d'émissions, ou même pour ce qui est la gestion forestière. Mais c'est vrai qu'il faut différencier. Pour ce qui est la réglementation sur les systèmes, disons sur les secteurs couverts par le système d'échange d'émissions, la question clé est de savoir si le Royaume-Uni va rester à l'intérieur du système d'échange d'émissions de l'Union européenne ou va sortir du système d'échange d'émissions de l'Union européenne. Disons, une solution moyenne sera comme le cas même du pays non européen, comme sont la Norvège, comme l'Islandie, etc., qui sont entrés dans le système, donc qui participent du système. Le problème, en fait, c'est que le Royaume-Uni, c'est un producteur net de 3 émissions qui sont mises à la vente. Les 40% de l'industrie britannique est couverte par le système d'échange d'émissions. Donc, il y a un certain peur que si le Royaume-Uni sort du système, va être le chaos. Va être le chaos au niveau du marché d'échange d'émissions. L'autre réglementation que j'ai mentionnée, c'était celle de secteurs qui ne sont pas couverts par le système d'échange d'émissions. Ça, c'est
ce qu'on appelle effort sharing decision, la décision de partage de l'effort de réduction. Celui-ci, je vous ai déjà mentionné, distribue à distribuer les quotas des États membres. Et en fait, la quota du Royaume-Uni, c'est un quota assez haut, je pense que c'était en 37 ou 38%, je pense, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que si finalement le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et sort de ce système, qui va prendre la charge de cette quota de réduction? Parce qu'en fait, les États membres, ils ne sont pas pour la tâche de remplacer le Royaume-Uni dans cette situation. Donc, il faudra voir comment ça va affecter. C'est ce qu'il faudra diminuer cet objectif, ou comment est-ce qu'on va même à fixer les contributions nationales déterminées pour les prochaines périodes à venir dans le cadre de l'accord de Paris. Bon, pour terminer, pour terminer, ce sont des éléments qui, je pense, disons, de la dimension internationale ou qui viennent de l'extérieur, qui vont affecter le développement de la politique de l'Union européenne. Pour ce qui est des obstacles qui sont propres à l'Union européenne, disons, qui sont structurels à l'Union européenne, mais qui vraiment font difficile à l'Union européenne de soutenir un rôle déterminant dans le scénario international, d'être vraiment ses pouvoirs normatifs. Je disais, elle veut être, avec l'exemple, avec la politique, avec l'influence sur les autres acteurs internationaux. Moi, ici, je mentionne 3, et je fais simplement une note finale sur le rôle de la Cour de justice. D'abord, la question de la compétence de l'Union européenne et les relations extérieures de l'Union européenne. En fait, les négociations internationales sur le changement climatique mettent en évidence les modèles de la politique extérieure de l'Union européenne qui a été toujours développé sur un discours, particulièrement ce qui concerne ce qu'on appelle le bien commun, sur la responsabilité qu'a l'Union européenne sur les scènes internationales. Donc, c'est cette idée de promouvoir son pouvoir normatif à l'extérieur, avec des pays tiers, avec des acteurs internationaux. Mais le problème de faire ça, c'est qu'on peut le faire quand on a tous les pouvoirs, quand on a toutes les compétences. Mais la compétence que détient l'Union européenne dans le secteur du changement climatique, c'est finalement une compétence qui est partagée avec les États membres. Donc, il y a un volet proprement économique, mais aussi un volet politique. Et dans ce sens, ça illustre un peu la dimension supranationale et internationale qui est encore l'Union européenne comme telle. Même si, en fait, la Cour de justice a donné, dans plusieurs décisions, un pouvoir à chaque fois plus grand à l'Union européenne pour négocier les accords internationaux. Mais il y a plusieurs décisions de la Cour de justice. Je mentionne par exemple seulement celle de 2011 sur la question de l'aviation internationale et l'application dans le secteur de l'aviation du système d'échange d'émissions, ce qui permet depuis 2008 à l'Union européenne de demander aux compagnies étrangères, des États tiers qui arrêtent ou qui sortent des aéroports européens de rentrer dans le système d'échange d'émissions. Même dans ce cas, la Cour européenne a dit, la Cour de justice a dit que s'il n'y a pas un accord international parce que l'Organisation internationale sur l'aviation civile est incapable de faire ça, donc l'Union européenne. Ce qui veut dire, c'est que la Cour européenne a toujours a soutenu l'action de les institutions européennes. Mais d'autre part, il y a aussi les traités, bien sûr, les traités de l'Union européenne et les traités de fonctionnement de l'Union européenne. Dans plusieurs articles, il dit clairement l'Union européenne a simplement les compétences que les États membres décident qu'il a.
Il ne peut pas agir au-delà de ses compétences. Donc ça porte à que finalement les accords internationaux en reflètent, disons, de la compétence interne au niveau international. Les accords internationaux, c'est ce qu'on appelle les accords mixtes. Donc il faut que soit l'Union européenne d'un côté, mais aussi tous les États membres qui participent à la négociation et qui finalement signent cet accord. Ça fait le processus pour l'Union européenne très compliqué. Ça fait le processus très compliqué, en particulier parce que d'abord, c'est le Conseil qui doit, disons, accorder ce qu'on appelle les positions communes sur chacune des questions qui vont se discuter. À chaque fois qu'un troisième État, un État tiers, fait une proposition qui vient à nouveau, il faut que l'Union européenne adopte ces positions communes. Donc ça veut dire toujours de renégocier, négocier, renégocier, renégocier. Et ça fait vraiment très lourd toute cette tâche de négociation. Mais il y a aussi encore un autre élément. L'autre élément, c'est que dans le secteur changement climatique, il y a toute la question qui est proprement volet environnement, mais il y a aussi tous les volets énergie. Et à ces secteurs, ces côtés-là, il y a aussi l'exigence du traité que le Conseil doit décider par unanimité. Pas pour majorité qualifiée, que c'est normalement ce qui s'arrive quand on s'agit de l'environnement, mais par unanimité. Donc ça veut dire que quelqu'un des États membres, pour simplement s'opposer, donc on ne peut pas avancer. Ça, c'est par exemple la raison par laquelle l'Union européenne n'a jamais réussi à adopter une taxe sur les CO2. C'est tout à fait à niveau national, pas à niveau européen. Donc ça complique tout ça. Un autre élément, c'est la coordination, mais pas la coordination entre États membres et Union européenne, mais la coordination dans l'intérieur des institutions de l'Union européenne et particulièrement à l'intérieur de la Commission européenne. La Commission européenne s'appuie sur différentes directions générales et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a cette position commune qui doit adopter l'Union européenne dans la négociation internationale, ça doit être, participé pour toutes les directions générales qui peuvent être impliquées. Donc ça veut dire climat, énergie, ça veut dire environnement parce qu'ils sont différents, ça veut dire commerce, ça veut dire industrie, ça veut dire économie, ça veut dire parce que tout. Et il est très difficile d'arriver à cet accord qui peut quand même partager tous les intérêts de différents points de décision. Ça arrive aussi dans les États membres, parce qu'en fait, dans les États membres, c'est le processus avant de la négociation au niveau européen. Finalement, tout ça, il est lié avec le troisième élément, c'est la question de l'intégration de la politique climatique. Moi, ici, je fais simplement la référence à l'article 11 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit ce qu'on appelle les principes d'intégration. C'est finalement donc que la dimension environnementale doit être considérée dans toutes les actions qui sont adoptées à l'Union européenne dans quelconque secteur. Donc ça veut dire que finalement l'Union européenne ici fait vraiment un effort de donner des outils pour donner des réponses cohérentes à problèmes qui normalement sont très 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 complexes. Donc ça c'est bon. Il faut travailler dans cette ligne. C'est une approche holistique de phénomène, de conséquences du changement climatique, mais ça c'est très difficile dans la pratique. Ça est très difficile dans la pratique et finalement les difficultés d'application de ces principes ont été très 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 importantes, en particulier par rapport à la politique énergétique. Parce que finalement, la politique énergétique, c'est d'un côté la question de l'approvisionnement énergétique, qui dans l'Union européenne, c'est vraiment, vraiment une question clé, parce que l'Union européenne est tout à fait dépendante de l'énergie qui vient des pays tiers, et le problème, c'est pas probablement être dépendante de l'extérieur, mais le problème, c'est que la plupart de l'Union européenne sont dépendantes d'un seul État tiers, qui c'est la Russie, qui emploie
l'énergie comme un outil de politique internationale. Hein. Le cas, par exemple, de l'Espagne, c'est un peu différent parce que l'Espagne, en fait, reçoit les gaz principalement du pays du Maghreb, du nord d'Afrique. Mais la plupart de l'Union européenne dépend de la Russie. Et ça doit passer pour l'Ukraine, tout ça. C'est vraiment très compliqué. Bon, finalement, je termine avec ça. Quel est le rôle de la Cour de justice dans tous ces processus? Moi, j'ai déjà mentionné que la Cour de justice a toujours favorisé la compétence de l'Union européenne pour la négociation internationale dans les changements climatiques. C'est vrai que la Cour de justice a joué aussi un rôle important dans la question de la légitimation et les contentieux climatiques, liés particulièrement à l'application du protocole de Kyoto, mais c'est vrai aussi que les décisions qu'il a prises sont vraiment des décisions très techniques. Du point de vue de la décision, disons, de légitimer ou pas la décision qui a été adoptée par la Commission européenne concernant un plan national d'un des États membres de réduction des émissions, il n'a pas vraiment, du point de vue substantif, apporté beaucoup. Mais maintenant, on a vraiment un cas important devant la Cour de justice qui vient d'être introduite juste avant l'été. C'est l'affaire de People's Climate Case, c'est connu comme l'affaire de People's Climate Case, et en fait, il s'agit d'une affaire qui a été introduite et qui, par le moment, a été admise. On verra ce qui se passe quand la Cour de justice va examiner la question de légitimation des parties demandantes, mais il s'agit des familles de l'Europe, de l'Afrique et du Pacifique qui demandent au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, devant le tribunal de justice, pour avoir autorisé un niveau trop élevé des gaz de effet de serre d'ici 2030 et de considérer que ça peut violer les droits de la personne concernant les droits humains, concernant la vie, la famille, l'intimité, etc., etc., etc. Donc, ce qu'ils demandent, c'est que la Cour de justice condamne l'Union européenne pour avoir adopté toute la régulation que je viens de vous mentionner, mais qui fait suffisant pour prévenir des conséquences préjudiciales pour la citoyenneté concernant les effets du changement climatique. On verra ce qu'il se passe. C'est vrai qu'à cette fois, c'est Gerd Winter qui est un des professeurs plus nommés en Europe sur les droits de l'environnement. C'est en plus un professeur allemand, donc ça donne quelques garanties au processus. Mais en fait, c'est vrai que ça va être probablement les premières cas, pas les premières, mais disons un cas important, un cas de référence, comme dans un autre moment, et pour des autres questions, avait été les cas de les phoques et de demandants canadiens devant la Cour de justice, qui a été rejeté par la Cour de justice, mais par d'autres questions. Mais cette fois, on est tous assez attendus à voir ce qui se passe avec ces cas ici. Parce qu'en plus, il faut faire mémoire qu'il y a encore l'affaire Urgenda, je ne sais pas comme ça se prononce, en Espagne on dit Urgenda, je ne sais pas si c'est Urgenda, qui est encore dans le processus d'appellation. C'était, pas si vous connaissez ce cas, c'était un demande qui a été posé dans les Pays-Bas, avec un peu la même idée que le gouvernement du Pays-Bas n'avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les changements climatiques de faire des dommages à la citoyenneté. La Cour des districts à La Haye a accepté la demande et a condamné le gouvernement du Pays-Bas. Le gouvernement des Pays-Bas a pris le compromis de fermer, c'est pas quand de centrales nucléaires, de changer la régulation, mais en même temps, le gouvernement des Pays-Bas a appelé la décision. Alors l'audition sur cette appellation a été déjà faite le mois de mai et il paraît que finalement la décision de la Cour d'appellation va être donnée à moitié la fin d'octobre. Donc, ça va être aussi important pour la Cour de justice. C'est bien, la Cour de justice n'est pas jamais influencée pour ce qu'ils disent la Cour nationale. Ça, c'est pas jamais comme ça. Mais c'est vrai que ça peut donner
une idée quand même de voir ce qui se passe dans ce sens. Donc, avec ça, moi, je regrette que j'étais prise un peu plus de temps, mais c'était plus ou moins ce que je voulais vous exposer, ou que je voulais partager avec vous. Je m'excuse si je n'étais pas tellement claire dans l'explication, mais si vous avez des questions et je peux répondre, moi j'aimerais bien de le faire. Oui, je vous invite maintenant à applaudir cette présentation. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup appris et je vous invite à poser des questions, donc profitez de ces 15 minutes si vous avez des questions par rapport à la présentation. Les règlements de 2018, est-ce qu'ils sont obligatoires ou volontaires? Et s'ils sont obligatoires, quelle est la sanction pour les États membres qui ne respectent pas les règlements? Les règlements, je vous ai mentionné deux instruments différents. Le premier, c'est pour le système de change d'émission, ça c'est en directive. Et les autres deux sont des règlements. Même dans les cas de directive et de règlement, ils sont tous tout à fait obligatoires, de principe à la fin. Ça, c'est le problème de l'Union européenne. Parce qu'en fait, disons, les besoins qu'a l'Union européenne d'élargir ce pouvoir normatif aux États tiers, c'est bien sûr parce qu'ils pensent qu'au niveau protection de l'environnement, au niveau changement climatique, c'est comme ça, mais c'est surtout parce que, en fait, c'est dans l'Union européenne où toutes les entreprises, toutes les compagnies vont être obligées à suivre ces modèles, à suivre ces réglementations. Donc, on ne peut pas sortir de l'Union européenne à faire la concurrence avec les compagnies américaines, les compagnies canadiennes ou les compagnies japonaises qui ne sont pas obligées par son propre État. Donc, mais en tout cas, ils sont tous obligatoires. La directive européenne, dans ce cas la directive de 2018, prévoit une période pendant laquelle les États membres doivent poser en place tous les droits nationaux, pour permettre d'appliquer la directive. Et si je ne rappelle pas mal, je pense que les périodes de transition pour la directive, c'était octobre 2019. Donc ça veut dire qu'à partir d'octobre 2019, les États membres doivent avoir toute la réglementation nationale pour appliquer la directive. Mais par contre, les règlements, ils sont directement obligatoires. Donc, ils sont publiés il y a un mois et demi. Il y a une période de carence qui c'est 20 jours. Mais après, le jour 21, il est tout à fait obligatoire. Qu'est-ce qui se passe si l'État membre, ou disons que les compagnies, n'appliquent pas ça? Il y a tout un processus dans l'Union européenne des sanctions aux États membres et aux particuliers sur cette situation. Donc il y a un processus qui se passe d'abord devant la Commission européenne qui peut commencer ce qu'on appelle un processus d'infraction pour les droits de l'Union européenne. Disons que le pouvoir de la Commission, c'est assez discrétionnel. Il peut décider de commencer, il peut décider de continuer, ou il peut décider d'arrêter. Quelquefois, on ne comprend pas parce qu'il décide d'arrêter, par exemple. Mais il y a les processus qui, normalement, devra finir devant la Cour de justice. Donc, c'est une demande qui fait la Commission européenne contre l'État membre devant la Cour de justice. Ça peut finir avec une décision de condamnation qui normalement vient accompagner depuis 2012-2013, ça c'est presque toujours la même chose, ça peut venir normalement bien accompagner avec des sanctions économiques énormes. Énormes. Disons en centaines de millions d'euros, par exemple, ou 80 millions d'euros, ou 90 millions d'euros. Parce qu'il compte... la sanction s'impose avec un formule qui est un peu compliqué, mais il peut tenir compte du moment, il commence à compter du même jour que l'infraction s'est produite. Alors il compte en pénalisation chaque jour, mais il y a aussi un montant qui est fixe, alors on doit multiplier par un facteur qui tient compte du produit intérieur
de l'État, disons de la gravité, disons, de la sérieuxité. Donc, le montant des sanctions économiques peut être assez important. En fait, l'Espagne a été condamnée plusieurs fois, pas dans ce secteur, mais dans le secteur de l'eau, par exemple. Une question? Pardon. Merci, Laure. C'est très intéressant. J'ai une question qui porte plutôt sur la politique interne de l'Union européenne. J'ai trouvé les tableaux au début de la présentation très instructifs. Donc, on voit une correspondance, en fait, entre la situation économique, les émissions de Oui, bien sûr. mais aussi la vulnérabilité au changement climatique. Donc, les États aux économies les plus faibles sont les moins grands producteurs de gaz à effet de serre, bon, sauf pour le cas de la Pologne, mais aussi les plus vulnérables au changement climatique, donc ceux qui sont le plus, disons, affectés de manière plus importante à l'heure actuelle. Donc, on est vraiment dans une situation d'injustice environnementale. Oui, bien sûr. Puis je me demandais, à cet égard-là, comment est-ce que ça joue sur les dynamiques internes à l'Union européenne? Je pense au principe de responsabilité commune et différenciée. Donc, dans quelle mesure Oui, en fait, dans les négociations? oui. En fait, ce qui est particulièrement à ce moment-là la décision des efforts partagés, disons la décision qui s'applique au secteur non dans le système d'échange d'émissions et qui fixe les quotes à chaque État membre, ça c'est l'objet d'une négociation. C'est l'objet d'une négociation politique dans les conseils européens, dans les conseils des ministres, qui tient compte de plusieurs éléments. Moi, je ne suis pas probablement capable de mentionner tous les éléments, mais c'est surtout la question de la responsabilité des émissions historiques, d'un côté, les niveaux de développement économique, et particulièrement la viabilité dans ces États membres des secteurs spécialement liés comme le secteur électrique, le secteur énergétique, etc. Il compte aussi de la capacité de cet État membre pour faire face aux engagements dans le secteur du changement climatique, mais il compte aussi sur un élément qui c'est plus ou moins très compliqué, mais qui finalement est reproduit dans une série de formules, que c'est la participation de l'État membre, ce qu'on appelle à l'Union européenne, dans les processus de construction de l'Union européenne. Disons, la participation, l'engagement de cet État membre dans tous ces processus. Donc, ce sont plusieurs éléments économiques, la démographie des États membres, donc de plusieurs éléments qui finalement donnent idée à une formule particulière qui vient être mise sur la table des négociations. Et à partir d'ici, c'est la négociation politique. Je veux dire, en chose, c'est les figures, les numéros, le chiffre que fait la Commission européenne et les groupes de travail de la Commission européenne et même les groupes de travail du Conseil, parce qu'en fait, il y a, disons, un problème qu'on peut aussi mentionner, c'est que la présidence de l'Union européenne et aussi la présidence du Conseil, c'est une chose qui n'est pas permanente. Maintenant, c'est chaque 2 ans et demi. Mais jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c'était chaque 6 mois. Ça voulait dire que chaque 6 mois, l'interlocuteur, disons, le Canada, je peux parler à l'Union européenne, à qui parle? Parce que c'est très différent si je dois parler à l'Angleterre ou si je dois parler à la Grèce ou à la Pologne ou à l'Espagne. Maintenant, on a plus ou moins refait cette situation parce qu'il y a une certaine permanence pendant 2 ans et demi et il y a aussi ce qu'on appelle le service d'action extérieure de la Commission européenne qui a été aussi mis en place depuis 2011. Mais c'est nouveau, c'est récent. Mais ça veut dire, en tout cas, que l'État qui a la présidence du Conseil, et moi je ne parle pas aussi de la présidence de l'Union européenne, du Conseil européen, non, ça c'est une autre chose, je parle de la présidence du Conseil des ministres, c'est qui prend les décisions finalement. Il faut toujours avoir des groupes de travail d'experts, qui sont des experts nationaux, normalement des fonctionnaires de haut niveau, qui sont à la même fois appuyés par des groupes d'experts. Et finalement, la Commission et les conseils, ils travaillent sur les groupes d'experts qui basent à chaque niveau. Mais alors, ils se préparent tous les chiffres,
ils appliquent tous les critères, mais finalement, c'est la négociation politique qui sera nécessaire pour finir pour faire la définition finale disons, du partage des efforts parmi les États membres. Parce que si finalement cette décision n'obtient pas normalement la majorité qualifiée, ou s'il y a, disons, une minorité de blocage à cette décision, il ne pourra pas passer. Donc, il faut toujours chercher les points où, parce qu'en plus c'est aussi important, rappeler qu'à ce moment-là, il y a un bloc d'États qui sont commandés par la Pologne, qui sont vraiment très opposés à avancer dans cette loi. Il faut aussi, il est aussi nécessaire de rappeler que le système du traité de Lisbonne a changé les processus de votation, parce qu'avant, il y avait un système de vote pondéré qui donnait plus de pouvoir à certains États membres. Maintenant, c'est un État, un vote. Ça vaut les mêmes choses. Ça vaut les mêmes choses, les votes, par exemple, de Chypre ou de Malte, que les votes de l'Allemagne ou que du Royaume-Uni. Donc, la question des majorités et des minorités de blocage, c'est aussi important, mais c'est finalement aussi la décision politique. Alors, pardon. Juste une question sur le niveau politique. Est-ce que vous diriez que c'est un sujet de contention, surtout en lien avec la question des migrants, l'enjeu de la crise économique, de la Grèce, etc. Donc, quand on voit ces dynamiques-là, est-ce que les politiques climatiques à l'intérieur de l'Union, le partage des responsabilités est un sujet de contention politique, vous diriez? Oui, vecteur de solidarité. Oui, c'est ça. Ce qu'en fait, disons que les priorités de l'Union européenne ont changé dans les dernières 3 à 5 années. Et même si l'Union européenne essaie de couvrir tous les fronts, disons comme ça, c'est vrai que l'Union européenne base sa crédibilité probablement plus dans ce qu'il fait à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Et maintenant, c'est vraiment un moment très dangereux, parce que c'est l'opinion personnelle, mais très compliqué. Et donc, si l'Union européenne considère qu'il faut lever les pieds du frein dans ces moments-là, il le fait sans problème. C'est vrai que le pragmatisme, c'est aussi une des caractéristiques plus importantes de l'Union européenne. Il l'a servi pendant toutes les 50 années qui ont dépassé. On sait si ça va servir pour quelques années en plus quand même. Mais oui, c'est difficile de mettre tout ça dans la balance. Mais en fait, c'est vrai que la question du changement climatique, il y a beaucoup de questions de justice environnementale, de justice climatique, qui sont beaucoup liées, par exemple, à la question de l'immigration, tout ça. Oui, bien sûr, c'est tout à fait tout ça dans le même sujet. Mais l'Union européenne aussi a fait un essai de lier ces questions de justice climatique avec des questions de sécurité, qui sont donc aussi liées par l'Union européenne à des questions de migration. Mais le problème, donc, c'est que si on passe à le concept de sécurité, alors on entre dans le secteur qu'on dit intergouvernemental. Donc, alors, les capacités d'action de l'Union européenne, c'est beaucoup moins qu'il y a dans le secteur économique, ou disons le secteur qui est couvert pour les traités. C'est compliqué dans ce sens. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse, mais il faut vraiment qu'on termine parce que l'heure est arrivée. Avant de terminer, donc, je voulais, je m'en parle pas trop, vous offrir un petit cadeau de la section. Merci votre passage ici. Bon, merci. Et je vous invite donc à... Merci. À